BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Vos pros des cryptos, c'est le vendredi, bien sûr, on est ravis de vous retrouver. Et nos talents non fongibles, nos NFT, rien qu'à nous, répondent à l'appel de BFM une nouvelle fois pour cette avant-dernière de la saison. Elle est avec nous, Claire Balva, VP Stratégie de Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Thibaut Boutreau aussi nous accompagne depuis Neria. Bonjour Thibaut, ravi également de vous retrouver en direct. Dans un instant, on parcourra l'ensemble des actus de cette nouvelle semaine riche pour l'univers crypto, mais d'abord leur potentiel technique. Xavier Fenot est avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Et ravi également de vous retrouver Xavier sur Bitcoin. Comment sentez-vous, on est au début de l'été, la suite des événements d'un point de vue technique? Écoutez, déjà, on peut dire que ça va mieux sur Bitcoin qu'il y a 2 semaines. Le marché s'est fait peur avec le début du conflit en Iran. C'est vrai que ça avait provoqué un mouvement de panique de très court terme sous 100 000 $ pour finalement être attiré encore une fois. Alors c'est justement déjà l'une des bonnes nouvelles, c'est que chaque mouvement de correction, aussi violent soit-il, est racheté, c'est considéré comme une opportunité finalement pour ceux qui ont une vision plus longue que de subir l'émotivité des variations trop court terme. Alors c'est d'ailleurs la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à moyen terme, et ça sera mon repère pour cet été, tant que les 88 000 $ tiendront sur Bitcoin, même si ça tend, comme on l'a vu, sous 100 000 $ le temps d'un instant, c'est franchement pas grave pour la tendance de fond qui restera haussière. En fait, l'enjeu maintenant, c'est pas tant de chercher à quel moment s'arrêtera cette dynamique positive, c'est plutôt de sortir de cet étau de compression qu'on a sur Bitcoin entre 102 000 et 112 000 $ depuis début mai, 2 mois, qui tourne autour des 105 000 $. Alors parfois un petit peu plus haut, parfois un peu plus bas. Ça fortifie un étage, ce qui est plutôt une bonne chose en soi parce que techniquement, on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Mais la problématique, c'est qu'on voit des records historiques s'enchaîner à Wall Street et que même Bitcoin, qui fait partie d'ailleurs du top 5 des meilleures performances depuis un mois du marché crypto, si je prends les 50 cryptos les plus valorisés, a du mal à suivre le mouvement et à s'en extraire aujourd'hui par le haut de ces 2 mois de latérisation. Donc il va falloir probablement un peu plus de patience que prévu pour aller jusqu'aux 125 000 $, mon prochain objectif. Attendre un peu aussi la digestion des chiffres de l'emploi américain d'hier, qui étaient très bons, qui remettent peut-être en question 3 baisses de taux de la Fed cette année et qui pourraient donc ralentir l'optimisme sur Bitcoin, sur l'ensemble du marché crypto et des actifs risqués au sens large avec les marchés traditionnels. Donc positif et enthousiaste sur Bitcoin cet été, oui, mais vigilant parce que l'été risque d'être encore chaud. Et sur Ether, vous diriez d'abord vigilant et ensuite seulement positif et enthousiaste, ou vous diriez comme pour Bitcoin, d'abord positif et enthousiaste, Xavier? D'abord positif et enthousiaste. D'accord. C'est vrai que Ether suit les pas de Bitcoin. Alors lui aussi, il est dans un range moins haut par contre, parce qu'il lui faut encore 60% de hausse avant d'être sur ses records historiques. Son étau de compression, lui, c'est 2400, 2800 $, avec là aussi plus de chances d'en sortir par le haut. J'ai toujours pour l'Ether les 3100 $ dans le viseur, mais là aussi, il faut vraiment préserver les 2400 $. On l'a fait de justesse il y a 2 semaines. Je vous disais d'ailleurs à ce moment-là, même s'il retourne sur 2000, 2200 $, ce ne serait pas grave. Ça a été justement le point d'appui. Donc pour les prochaines semaines, bien se mettre de repères, 2800 $. Au-dessus, la délivrance après 2 mois d'attente. Et puis les 2000 $ à défendre, même si on y revient, ce serait pour moi sur l'Ether une nouvelle opportunité d'entrée. Merci beaucoup Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading. On vous retrouvera dans la prochaine saison. Xavier, des pros des cryptos, vous serez encore avec nous? Avec grand plaisir. Partagez, alors on se retrouvera à la rentrée. Merci Xavier. D'ici là, donc la dernière de la saison, la semaine prochaine avec Vincent Gagne qui nous accompagnera aussi. Dans l'actualité cette semaine, bien sûr, il y a eu cette nouvelle vague de chaleur et on est qu'au début de l'été. Les cryptos aussi sont concernés, figurez-vous. Le mining ralentit au-delà d'une certaine température, vous verrez. Et vous découvrirez aussi que JP Morgan se lance dans la tokenisation de crédit carbone. Tiens, intéressant. On parlera aussi de Circle qui veut devenir sa propre banque. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir gérer les réserves de leur propre stablecoin, le CSDC et l'USDC, et offrir des services de garde d'actifs numériques à leurs clients institutionnels. On détaillera ce que changerait pour Circle le fait de devenir potentiellement une banque. Et puis on parlera aussi de ces sympathiques pays, l'Iran, la Russie, leur rapport aux cryptos, le rapport des dictatures ou des démocratures pour la Russie aux cryptos et au Bitcoin. Et on verra que le rapport au Bitcoin et au crypto n'est pas complètement le même pour ces États-là. Votre machine à concentrer l'essentiel s'enclenche, c'est vos pros des cryptos chaque vendredi. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Claire Balva pour De Bloc. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Thibaut Boutroux pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut, Guillaume. on vous aperçoit là, pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi à la télé. Et là, vous avez l'image de Thibaut et les petits rideaux derrière. Vous êtes dans un camping-car aujourd'hui, Thibaut. Presque. Presque. Bon, il nous Non, pas du tout. Il faut garder une part de mystère, vous avez raison, il ne faut pas trop en dire. La canicule impacte-t-elle le marché crypto ? C'est une question très sérieuse. Une température supérieure à 32 degrés, par exemple, pendant une dizaine de jours, impacterait, d'après Allianz, le PIB européen de 0,5 points, de 0,5 points de PIB. Donc, ça peut avoir un impact évidemment macroéconomique. Et pour mettre cela en perspective, résume Allianz, une journée de chaleur supérieure à 32 degrés équivaut à une demi-journée de grève. Alors ça, en termes d'impact, ce serait le même qu'une demi-journée de grève. Bon. En bourse aussi, il y a un petit impact parfois sur les volumes d'échanges, parfois. Et vous, dans les cryptos, est-ce que vous êtes immune à ces vagues de chaleur ? Ben non, le mining, Thibaut, aussi ralenti. Et là, c'est à cause des chaleurs au Texas, on l'a observé tout récemment. Ouais, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on a. En fait, c'est assez logique. Donc, je me suis penché sur la question et il y a même, on a plusieurs éléments de réponse. Alors d'abord, il y a effectivement cet impact très opérationnel sur le mining. En fait, le mining, les machines de minage vont produire beaucoup de chaleur, donc on a besoin de les refroidir. Donc, quand on arrive à des températures extérieures qui sont très hautes, ça devient de plus en plus compliqué à refroidir le matériel, ça demande de plus en plus d'énergie. Et en plus, on va impacter le matériel. Donc, pour protéger certains parcs, on va avoir certains fournisseurs qui préfèrent couper les machines. C'est ce qui se passe actuellement au Texas. Pour protéger le matériel, on préfère le débrancher temporairement en attendant que les températures redeviennent un petit peu plus clémentes. Ce qui a pour conséquence une baisse directe du hash rate. Donc, c'est ce qu'on constate en ce moment. Et je me suis amusé à creuser un peu la question pour voir s'il y avait d'autres impacts. Et il s'avère que l'année dernière, il y a une étude académique qui a été faite sur le sujet pour voir si les chocs climatiques avaient des conséquences sur le marché crypto. Alors, on n'est pas aussi bien documenté que dans la finance traditionnelle, donc c'est assez difficile d'avoir du track record, mais il s'avère effectivement que comme les cryptos sont un marché qui est très sensible, qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, il va réagir à chaque effet qui a en fait des conséquences sur l'économie internationale ou sur des choses géopolitiques. Et donc, comme les canicules fortes ou les catastrophes naturelles ou autres ont des effets directs sur les marchés financiers, la crypto, tout de suite, en fait, comme tous les marchés risqués, vont avoir un impact assez direct qui va assez rapidement être corrigé. Mais donc, effectivement, il y aurait, alors ça méritera d'être poursuivi en étude dans le temps, mais il semblerait que ces effets-là aient aussi des impacts un petit peu sur le marché, sur les cours, sur les volumes, etc. Et on en reparlera du réchauffement à travers les crédits carbone. Figurez-vous que la tokenisation des crédits carbone, c'est une réalité. JP Morgan se lance dans la tokenisation crédit carbone. Qu'est-ce que ça peut changer ? Quelle opportunité ça ouvre ? On en parlera dans la suite des pros des cryptos. Pendant ce temps, Claire, l'adoption crypto avance de la part des États. Non seulement certains créent une réserve stratégique en Bitcoin, mais en plus certains font fructifier cette réserve. Le Pakistan, envisage d'utiliser la DeFi, la finance décentralisée, pour générer du rendement sur sa réserve de Bitcoin. Oui, ils ne le font pas encore, mais effectivement, c'est envisagé. Ça fait plusieurs mois que le Pakistan veut se placer sur le sujet des cryptos, plus particulièrement sur Bitcoin. Ils avaient créé une espèce de conseil de la crypto dans lequel il y a notamment CZ, qui est l'ancien patron de Binance, donc c'est quand même une personnalité très reconnue dans ce monde-là. Et le Pakistan a annoncé vouloir faire plusieurs choses sur ce sujet. D'une part, s'inspirer de pays comme les États-Unis ou le Bhoutan et garder les bitcoins qui seraient récupérés dans des affaires judiciaires pour ensuite en s'en servir pour constituer une réserve. Et la petite particularité qu'il y a dans le cas du Pakistan, c'est qu'effectivement, ils se disent on pourrait aussi utiliser cette réserve et la faire même fructifier dans la DeFi. Alors, vous savez que le Bitcoin, pour pouvoir aller dans la DeFi, il n'y va pas directement. Il faut utiliser certains outils comme les bridges pour faire circuler une représentation du Bitcoin sur Ethereum ou sur Solana. Mais c'est quelque chose qui reste possible et ça permettrait d'accroître encore les réserves en Bitcoin, en l'occurrence. Et la deuxième chose que le Pakistan souhaite faire, c'est se placer sur le sujet du minage. Ils avaient fait des propositions, notamment pour subventionner, d'un point de vue tarifaire, l'industrie du minage. On a évidemment appris que le FMI était très hostile. Donc, il y a eu des contre-propositions de fait pour concentrer ces subventions sur des excédents, des surplus d'énergie. Le FMI n'a toujours pas l'air très, très motivé pour ce sujet, mais on voit que les pourparlers sont toujours en cours, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, on en est où aussi aux États-Unis quand même, parce que c'est les premiers à avoir lancé cette idée d'une réserve stratégique en Bitcoin. Elle est officiellement lancée, mais on en est où très concrètement et opérationnellement, Thibaut ?
Ouais, c'est ça. Donc, ça date de mars dernier, hein, l'ordre exécutif qui a été signé par Donald Trump. Et on a eu un petit peu de news cette semaine de la part d'une journaliste qui disait que c'était bel et bien dans les tuyaux, que c'était en train de se mettre en place. Ces propos, elle les tient a priori de Robert Ince, qui est le directeur du cabinet sur les sujets des actifs numériques. Donc, a priori, ça se précise et on pourrait voir cette réserve qui arrive bientôt, en rappelant que le but n'est pas de faire de l'achat direct de Bitcoin avec des fonds publics. Le but est d'abord d'utiliser notamment des fonds qui ont été saisis pour constituer cette réserve. Donc, il semblerait que l'infrastructure soit presque prête et qu'on soit jamais aussi près qu'on ne l'a jamais été. Les banques aussi s'y mettent peu à peu. On raconte chaque semaine, mais c'est l'épopée hebdomadaire. Alors, elles s'y mettent peu à peu, hein. Un peu à peu. On va pas s'enflammer. Mais quand même, en Allemagne, la doyenne des banques, Deutsche Bank, lancera, Thibault, l'an prochain, un service de garde en crypto. Ouais, c'est une grosse news qui a fait beaucoup parler. En réalité, c'est pas un basculement, hein. C'est plutôt la suite logique. On l'attendait un peu cette news. On attendait en fait un calendrier. Deutsche Bank est déjà très actif sur le sujet crypto depuis plusieurs années. Il y a déjà eu des expérimentations dans la tokenisation, dans les stablecoins, et il y avait eu surtout il y a quelques années cette participation en fait dans une société qui s'appelle Taurus, qui est une société de garde, donc de conservation de crypto qui est suisse. Donc on s'attendait en fait à ce que Deutsche Bank prenne cette direction. Ils avaient déjà fait des choses en 2024 avec Bitpanda aussi pour déjà un peu tâter l'appétence de leurs utilisateurs. Donc voilà, ça y est, le produit va arriver en 2026. C'est quand même un step supplémentaire qu'on est en train de passer. On commence vraiment à voir des produits concrets qui arrivent pour le retail de la part des grandes banques. Donc le changement de paradigme est vraiment en train de s'opérer. Et vous l'avez très très bien dit, on voit que vous avez fait de l'allemand au collège ou au lycée. Comment on dit Deutsche Bank chez vous? Je suis mosellin, donc c'était LV1 allemand. Ah ouais, très fort. Donc vous pouvez répéter, Deutsche Bank, comment vous dites vous? Deutsche Bank. Ah, il est fort. Ça vous a frappé vous aussi, Claire? J'ai entendu, je me suis dit, waouh, c'est très pro. C'est un très bel accent. Ouais, c'est les pros, les cryptos. Comment vous dites vous, Claire? Deutsche Bank. Voilà, c'est plus bourguignon pour le coup comme accent. Je laisserai Thibault juger. Et les caisses d'épargne allemandes ne sont pas en reste, Claire. Elles vont désormais, après des années à tourner le dos aux cryptos, il faut le signaler, en proposer finalement à leurs clients. Oui, c'est la Sparkassen qui est effectivement une banque mutualiste en Allemagne, la plus grande banque mutualiste puisqu'il y a 50 millions de clients, qui a annoncé qu'ils allaient proposer du trading ou de l'investissement en crypto à leurs clients. C'est là aussi une grosse nouvelle parce que c'est une banque mutualiste et on le voit d'ailleurs, on le voit même en France, les banques mutualistes sont rarement les premières à aller sur le sujet crypto, surtout d'un point de vue communication, puisqu'il y a quelques frictions en termes d'ADN entre le monde crypto et le monde mutualiste, même si pourtant on pourrait se dire que il y a beaucoup de choses en commun. Et donc la Sparkassen se lance sur le sujet et a annoncé qu'une offre devrait sortir à l'été 2026. Donc ça reste quand même assez proche. Voilà, c'est dans un an, mais il faut bien un an pour une grande banque pour lancer ce type de service. Plus que 365 dodo. Voilà. Exactement. Mais donc ça va quand même dans cette lignée de banques, en particulier en Allemagne, qui se placent sur ce sujet. Et on a vu d'ailleurs que la Sparkassen avait, d'un point de vue réglementaire, été allée chercher certaines licences, en particulier MiCA. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait de la vraie garde de Bitcoin et que cette banque ne passe pas par des produits dérivés ou des ETF pour permettre à ses clients de s'exposer au Bitcoin. Ça, c'est des choses qui existent déjà en France, pour le coup, où les banques allemandes, là-dessus, par ce dont on est en train de parler cette semaine, prennent un petit peu d'avance sur ces points-là? En fait, aujourd'hui, entre les banques, que ce soit en France ou en Allemagne, sont principalement des effets d'annonce. Oui, voilà. En France, on l'a vu, que ce soit de la part de BPCE, Société Générale, du Crédit Agricole, il n'y a pas encore vraiment d'offres de trading pour le grand public au sein des applications bancaires, mais on s'attend à en voir arriver très vite. Les cryptos donc qui avancent, mais les cryptos ont aussi leur face obscure. Oula. Les cryptos aussi ont leur face obscure. Comme tout. Le feu, ça sert à chauffer et à cuire et à bouillir, mais ça peut aussi, le feu, être destructeur. Les cryptos, c'est pareil. Une enquête nous apprend qu'une crypto, un meme coin, permettrait en ce moment à la Russie, en pleine guerre en Ukraine, de contourner les sanctions internationales. Comment s'y prennent les Russes et quelle est l'ampleur de ce contournement, Thibault? Ouais, c'est un cas intéressant qui mérite qu'on s'y penche parce que le traitement médiatique peut vite véhiculer des choses qui sont spectaculaires et qui sont un peu en dehors de la réalité. Donc
de quoi on parle déjà? Donc, on parle effectivement d'un token qui s'appelle A7A5, qui est un stablecoin indexé sur le rouble russe et qui circule principalement sur une plateforme qui est basée au Kyrgyzstan, donc qui est hors du scope de l'Union européenne, des US et même du G7, et où effectivement on a des suspicions de fraude avec des transactions qui permettraient d'éviter les sanctions. Donc comment ça se passe en fait le schéma? On va avoir un utilisateur ou une entreprise russe qui va déposer du rouble sur une banque partenaire qui est sous sanction. Je vous épargne le nom parce que pour le coup mon niveau russe est beaucoup moins bon que mon niveau d'allemand, et donc par exemple il va déposer 1 million de roubles qui vont être changés du coup dans ce token qui est indexé à 1 pour 1 entre le rouble, donc en A7, A5. Et derrière, ce stablecoin-là, il va pouvoir être utilisé pour être échangé contre du stablecoin dollar comme de l'USDT ou comme d'autres cryptos. Et après, une fois qu'on est sur ces autres cryptos, et ben là, on va pouvoir beaucoup plus se balader. Donc généralement, le change il se fait sur cette plateforme basée au Kyrgyzstan qui s'appelle Greenex. Et après, on va pouvoir basculer un peu les cryptos sur la DeFi ou autre, et on va pouvoir avoir des flux au niveau international qui se font, puisque l'USDT peut circuler beaucoup plus librement, puisque le Bitcoin peut circuler beaucoup plus librement. Voilà. On parle sur les 4 derniers mois, le volume qui a circulé sur ce stablecoin sur la plateforme, on est autour de un peu plus de 9 milliards de dollars. Donc ça paraît énorme, mais en fait quand on regarde un petit peu sur comment les transactions ont circulé, on se rend compte que la majorité du volume, il a été fait sur des opérations internes, donc pas sur des transactions qui servent justement à esquiver les sanctions. Cette partie-là, ça représente à peu près 600 transactions en nombre de ce qui a été répertorié, et le volume il est beaucoup moins puisque on parle de 130 millions. Donc ça reste non négligeable, ça reste un circuit qui peut effectivement fonctionner en certains cas, mais on se rend compte qu'en réalité, à cette échelle-là, ça reste très, très concentré et sur des volumes qui restent raisonnables par rapport à ce qui est affiché dans certains médias. Oui, très marginal, effectivement. 9 milliards à l'échelle des sanctions internationales, ça resterait une goutte d'eau. Mais là, on parlait de la Russie. Il faut aussi suivre ce qui se passe en Corée du Nord et en Iran. Corée du Nord et Iran qui utiliseraient, eux, les cryptos pour nourrir leur programme nucléaire, Claire. C'est une alerte du GAFI, qui est donc le groupe d'action financière, qui accuse ces pays-là d'utiliser les cryptos, ou qui accuse les cryptos d'être utilisés par ces pays-là pour des activités répréhensibles, et il pointe du doigt les cryptoactifs en général, mais en particulier les stablecoins. Et c'est vrai que quand on lit ce qu'ils écrivent sur la Corée du Nord, on repense bien sûr par exemple au hack de Bybit, pour lequel un groupe de hackers nord-coréens était particulièrement suspecté, qui avait permis de récolter 1,5 milliard de dollars. Et donc on voit bien que ces pays-là vont se servir en fait des cryptoactifs pour se nourrir financièrement et financer un certain nombre de choses dans leur pays, dont potentiellement leur programme nucléaire. Alors bien sûr, une fois qu'ils ont récupéré des cryptos, donc particulièrement des stablecoins, la question c'est toujours qu'est-ce qu'ils en font et comment ils peuvent ensuite les blanchir, les convertir dans d'autres monnaies pour se financer. Et donc là, c'est bien là qu'on voit toute la limite de l'exercice, c'est que le blanchiment de cryptoactifs, c'est pas non plus extrêmement simple. Et donc ces pays dépendent nécessairement de banques offshore pour pouvoir convertir ces actifs facilement. Donc là aussi, il y a une coopération internationale à mener pour récupérer l'argent qui se trouverait à un moment donné dans ces banques-là. Ou alors, ils pourraient utiliser des mixeurs pour là aussi essayer d'être le plus anonyme possible. Mais dans tous les cas, à un moment donné, si on veut convertir en fiat, il faut quand même se trouver sur des banques offshore. Le deuxième élément de responsabilité, c'est peut-être aussi les émetteurs de stablecoins, qui pour la plupart sont régulés, mais on voit là que le plus grand Circle était potentiellement pointé du doigt par certains observateurs qui disaient, voilà, Circle se vante de sa conformité, mais finalement, que font-ils réellement pour détecter ce type de mouvement ? Donc je pense que ça va conduire certains États, que ce soit les États-Unis qui adoptent une réglementation en ce moment, mais aussi l'Europe, à être particulièrement vigilants sur les obligations de lutte anti-blanchiment pour les émetteurs de stablecoins. Effectivement, ça va les alerter, donc à voir. Hein, mais Corée du Nord et Iran utiliseraient les cryptos, peut-être certains stablecoins, pour nourrir leur programme nucléaire. Et évidemment, ces enjeux-là sont plus que d'actualité en ce moment dans la géopolitique mondiale. Et avec tout ce dont on est en train de parler, on pourrait même penser que les cryptos sont une aubaine pour ces États voyous. En tout cas, pas Bitcoin. Il est plutôt, en l'occurrence, Bitcoin, l'ennemi des dictatures. C'est en tout cas l'avis, Thibault, vous l'avez repéré aussi, de la Fondation pour les droits de l'homme.
Ouais, c'est donc Alec Gladstein qui s'occupe de ce sujet-là à la Fondation des droits de l'homme, qui s'est exprimé. Il y avait un grand forum sur Bitcoin à Washington cette semaine, qui rassemblait des universitaires, des acteurs de l'écosystème et des décideurs politiques pour parler un peu plus de ces sujets de fond. Et donc, naturellement, dans le contexte-là, ce sujet a été abordé, la place de Bitcoin, justement, dans ces territoires autoritaires. Et donc, la position qui a été défendue et qui est défendue depuis déjà de nombreuses années par l'Institut des droits de l'homme, c'est justement que Bitcoin est un outil d'émancipation qui ne permet pas de faire réellement, entre guillemets, la guerre aux États autoritaires, mais qui est plutôt justement un rempart pour la population, pour se protéger contre ces régimes autoritaires. On l'a vu en Ukraine depuis plusieurs années, où la population a la possibilité, grâce à Bitcoin, de protéger un peu sa valeur, son patrimoine, a la possibilité de la déplacer. On le voit notamment avec les ONG, ça permet de financer les investigations aussi de certains journalistes dans les territoires de guerre. Donc voilà, c'est tous ces sujets qui sont déjà connus en fait, mais qui ont été rappelés, pour dire que si on peut avoir cette impression, Bitcoin sert aussi à ça, et c'est toujours important de le rappeler. Effectivement, les pros des cryptos, c'est chaque vendredi votre machine à condenser l'essentiel. Une semaine d'actualité en à peine 20-25 minutes. Alors c'est l'avant-dernier épisode de cette saison. Qu'est-ce qu'on a encore vécu cette saison d'ailleurs ensemble? Et c'est aussi l'objet de la question crypto qui claque, tiens. Chaque semaine, on pose, vous savez, cette question un peu embarrassante quand même à nos experts. Vous pouvez vous aussi participer, voter, puisque cette question, on vous la pose aussi sur le fil X BFM Crypto chaque vendredi matin. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts à répondre? On est prêts. Ouais. Alors voici la question de la semaine. Pour vous, quels actifs crypto ont le plus avancé durant cette nouvelle saison des pros des cryptos depuis un an? Voilà, lesquels ont le plus avancé? Est-ce que c'est les stablecoins qui ont le plus avancé en un an? Est-ce que c'est le Bitcoin? Ou est-ce que ce sont les mêmes coins Trump? Voilà la question du jour. Je vous laisse un instant de réflexion à l'un et l'autre, parce que je vois à vos visages que vous êtes un peu mal à l'aise. Je vous laisse construire votre argumentaire, Claire et Thibaut, mais vous aussi qui nous suivez, n'hésitez pas à participer, voter et surtout nous laisser vos arguments en commentaire, parce qu'on va aussi tenter de rebondir dessus dans un instant. Pour vous, Claire, quels actifs crypto ont le plus avancé depuis un an? Depuis un an spécifiquement, je dirais les stablecoins. Stablecoin, tiens. Thibaut? Pour le coup, je vais être contradictoire et moi, je vais rester sur Bitcoin. Oh là là, clivage. Pourquoi les stablecoins pour vous, Claire? C'est peut-être conjoncturel, mais je trouve qu'on est dans un cycle où on voit une hype particulière sur les stablecoins, avec de plus en plus d'acteurs qui se placent sur le sujet. On voit des grandes banques, par exemple, qui se lancent dans la création de stablecoins. On voit une réglementation, là aussi, qui se met en place et qui se stabilise, et qui est, je dirais, propice à la construction d'infrastructures spécifiques au sujet stablecoin, en particulier sur les sujets paiement. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout le monde utilise des stablecoins, mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière année sur ce sujet. Ouais, une année stablecoin pour vous. Pour vous, Thibaut, non, c'était d'abord et avant tout, et comme tous les ans presque, une année Bitcoin. Ouais, alors moi je suis naturellement 100% d'accord avec ce qu'a dit Claire, mais je trouve que sur Bitcoin, on a quand même eu, sur les 12-18 derniers mois, un changement de mentalité qui est quand même assez important, qui marque un tournant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je trouve qu'on a quand même passé un step, et qu'aujourd'hui le sujet devient vraiment très très difficile à être évité dans les discussions. Donc ça, c'est quelque chose qui était encore pas trop le cas, je trouve, si on remonte à un peu plus de 18 mois en arrière. Alors on va regarder vos réponses à vous tous. À vos yeux, en un an, dans l'univers crypto, qui a le plus avancé? Est-ce que ce sont les mêmes coins Trump, les stablecoins ou le Bitcoin? Eh bien, vous êtes une majorité à voter comme Thibaut, Bitcoin à 50%, mais pas loin. Les stablecoins sont juste derrière, avec Claire, 41% les stablecoins. Et les mêmes coins Trump, oui, 9% d'entre vous. Enfin non, mais ça a été une grande année quand même pour les mêmes coins Trump, Claire. Pas qu'on en pense. Oui, c'était fugace. Oui. Oui, bon, vous parlez déjà un peu au passé, quoi. Mais c'est vrai que dans les stablecoins aussi, il s'est passé plein de choses. Ça, c'est sûr. Le Bitcoin aura battu des records, mais alors les stablecoins, on en parle de plus en plus. On le voit d'ailleurs dans ces pros des cryptos chaque semaine. On en parle plus qu'on en parlait il y a un an, même si on en parlait déjà. Et par exemple, Circle, qui a réussi, on le rappelle, il y a un mois, son introduction en bourse, le titre a dû faire x5, un truc comme ça depuis son intro. Eh bien, Circle veut aller plus loin. C'est une des grosses news de la semaine. Circle veut devenir désormais sa propre banque. Pourquoi faire, Claire? Alors, c'est un type d'agrément aux États-Unis, on dit National Trust Bank. Donc, c'est une banque nationale de fiducie ou de dépôt, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir accorder de crédit ni recevoir de dépôt d'espèces, mais ils vont pouvoir proposer ce qu'on appelle des services de garde.
Et donc, eux, ça va notamment leur permettre d'être beaucoup plus indépendants opérationnellement, puisqu'aujourd'hui, les réserves de l'USDC ne sont pas gérées directement chez Circle, mais elles sont gérées par BNY Mellon et BlackRock. Et donc, ça va leur permettre potentiellement de retrouver une forme d'autonomie opérationnelle qui est très intéressante pour Circle et de réduire leur dépendance à des acteurs externes de la finance plus traditionnelle. Et puis en parallèle, je pense que ça les aidera aussi d'un point de vue réglementaire. On parlait ces dernières semaines du Genius Act aux États-Unis qui vise à réguler les stablecoins. Et donc ça va leur permettre d'être globalement plus ou moins tout de suite en conformité avec cette nouvelle réglementation. Et oui, et en face, alors Tether ne garde pas les bras ballants et tente aussi d'agir alors que Circle est en train d'accélérer. Il se trouve que Tether lance, Thibaut, sa blockchain optimisée pour les paiements en USDT, sa blockchain. Est-ce que cette blockchain peut donner une nouvelle dimension à son stablecoin ? Ouais, s'ils réussissent leur pari, c'est sûr que ça peut être quelque chose de super intéressant. Si on veut imager, ça pourrait leur permettre de passer, entre guillemets, d'un simple token, d'un simple stablecoin à un réseau de paiement complet. Donc effectivement, ça leur permet de couvrir un champ qui est plus large. En fait, ça leur permet de maîtriser totalement l'infrastructure sur laquelle le stablecoin circule. Aujourd'hui, le stablecoin de Tether, l'USDT, circule sur les blockchains qu'on connaît, sur Ether, sur Tron, etc. Et donc, ils sont toujours un petit peu dépendants finalement de l'état de ces infrastructures. Donc là, ça va leur permettre d'avoir un canal un peu plus optimisé qu'ils vont pouvoir aussi customiser et affiner en fonction des usages qu'ils veulent donner au stablecoin. Donc une direction intéressante, curieux de voir ce que ça va donner. Et qui gagnera stablecoin face aux devises numériques, les MNBC, monnaie numérique de banque centrale? Qui gagnera cette bataille? Peut-être les stablecoins. Tiens, en Corée du Sud, on en a les prémices. Une prémisse d'une victoire des stablecoins sur la devise de la banque centrale sud-coréenne. Il se trouve que Séoul, Claire, a décidé de suspendre les tests sur sa propre devise numérique pour peut-être laisser une chance supplémentaire aux stablecoins. Oui, alors suspendre ou reporter, mais effectivement, ce à quoi on assiste en Corée du Sud, c'est un peu la même chose que ce à quoi on assiste en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des projets de monnaie numérique de banque centrale, mais les banques privées, les banques commerciales ne sont pas particulièrement enthousiasmées à l'idée de commercialiser ou d'être concurrencées par une MNBC. Et on sent que les banques commerciales voient l'avenir plus du côté des stablecoins parce qu'il y a un modèle économique, parce qu'il y a déjà des infrastructures, parce qu'il y a du revenu à aller chercher. Alors que les projets de MNBC, intrinsèquement, sont des projets de monnaie de banque centrale qui seraient commercialisés directement auprès des particuliers et donc court-circuiteraient les banques commerciales. Et donc, paradoxalement, sur ce sujet, il se peut que les banques commerciales soient plutôt une alliée du monde crypto et des stablecoins soit mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, aux banques centrales sur leur projet de monnaie numérique. Oui, et donc il faut... Alors, juste attendre un instant. Chris, notre réalisateur, nous écoute en régie et veut réagir. Vous interrogez peut-être Chris? Oui, Guillaume. Juste tout à l'heure, dans ton sommaire, j'ai cru entendre que la tokenisation arrivait sur les crédits carbone. Bon, moi, je suis évidemment pour la baisse des émissions. Hein. Je crève de chaud d'ailleurs chez moi. Hein. Mais du coup, ça sert à quoi de tokeniser des crédits carbone? Ça, c'est une bonne question. Ça sert à quoi? C'est JP Morgan qui a annoncé cette semaine se lancer dans la tokenisation des crédits carbone. Et oui, il faut combattre les émissions de CO2, mais à travers la tokenisation, en quoi ça changerait la donne? En quoi la tokenisation peut-elle aider à la lutte contre le réchauffement, d'après vous, Thibaut? Alors, en fait, on en parlait la dernière fois de la tokenisation, donc ça permet de faire une représentation numérique du crédit carbone. Les intérêts, il y en a plusieurs. Hein. Ça permet déjà d'avoir beaucoup plus de transparence sur la chaîne de valeur. Ça permet d'avoir aussi un marché secondaire et de faciliter finalement les échanges de ces crédits carbone-là. Donc, on va pouvoir faire plus de choses. Ça va simplifier aussi le travail des entreprises quand elles vont vouloir s'en procurer. Là où ça ne résout pas le problème, c'est-à-dire que c'est pas la blockchain ou la tokenisation qui vont faire qu'on aura des bons crédits carbone, qu'il y aura des bons projets à financer derrière. Donc c'est un outil supplémentaire qui va permettre effectivement peut-être de faire un peu plus de choses, de simplifier l'accès au financement, de simplifier les marchés secondaires, etc. Mais ça ne va pas résoudre toute l'équation. Donc il ne faut pas s'arrêter à là, mais en tout cas c'est un outil supplémentaire qui permettra potentiellement d'aller dans la bonne direction. On voit les bienfaits de la tokenisation. Peut-être un jour, la tokenisation des actions, des obligations pour rendre ces marchés aussi plus liquides, accessibles. Oui, mais non. Comme pour tout, hein, tout n'est pas rose. Et selon Moody Rating, la tokenisation du marché de la dette américaine, par exemple, la tokenisation des bons du Trésor, n'aurait pas que du bon, Claire.
Oui, c'est Moody's qui met en garde, en réalité pas tant contre la tokenisation de bons du Trésor elle-même, mais contre les risques inhérents à la finance décentralisée. Et on voit que dans ce rapport, il s'inquiète principalement des prêts collatéralisés, des stratégies à effet de levier. Vous savez, quand vous empruntez de l'argent dans la DeFi, que vous mettez en place un collatéral, nécessairement, si jamais il y a une baisse des cours et que votre collatéral n'est plus suffisant, il y a des risques de liquidation importants. Et ces risques de liquidation peuvent ensuite entraîner des sortes de cascades de liquidation. Et vous savez que dans le monde crypto, il n'y a pas d'horaire. Donc les marchés ne s'arrêtent pas à un certain moment. Et dans la finance décentralisée, il n'y a pas vraiment de censure possible. Donc les effets d'euphorie comme de panique peuvent être particulièrement spectaculaires. Et donc forcément, quand on commence à se poser la question des interactions entre ce monde-là et le monde, entre guillemets, réel, avec les actifs réels tokenisés, on se dit, est-ce que ça pourrait pas avoir des conséquences importantes dans l'économie réelle? Là aussi, je mets des gros guillemets, et donc c'est tout à fait normal que des agences comme Moody's s'en inquiètent. L'actu de la semaine, Claire Balva, VP stratégie de Block. Merci beaucoup, Claire. Merci, Guillaume. Et d'ailleurs, on vous retrouvera à la rentrée, puisque c'est Alexandre Savchenko qui prendra votre place la semaine prochaine, effectivement. Merci pour cette nouvelle saison, Claire, c'était un plaisir. Et impatient de vous retrouver donc fin août, début septembre. On salue Thibaut Boutrou pour Meria avec Owen. Bien sûr, on vous retrouvera l'un ou l'autre la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et dans un instant, c'est BFM Bourse. Bon week-end à tous. Vous pouvez retrouver cet épisode des Pros des Cryptos sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.